Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Au programme de ce matin, rituels ancestraux, tambours chamaniques, connexion avec les esprits de la nature. Et si chacun d'entre nous pouvait réveiller son potentiel de guérisseur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un chaman, un vrai. Son histoire a fasciné des milliers de lecteurs, dont Amélie Nothomb. Puissant intercesseur entre le monde visible et invisible. Quelle chance de recevoir le grand Tigrane qui est avec nous ce matin. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour entretenir ce grand feu de joie, j'ai réuni autour de la tente l'esprit rationnel, François, et notre conteuse des étoiles, Claire Somia. Comment allez-vous tous les deux? Bonjour, ça va, je n'ai pas rêvé de vous cette semaine. Ah, bah, je suis un peu triste. En revanche... Donc des mauvaises nuits? Non, des nuits excellentes, mais quand vous êtes là, c'est toujours mieux, je suis plus reposé. Non, je vais vous raconter une jolie histoire. Figurez-vous que nous sommes au cœur d'une nouvelle ère volcanique et j'ai les images, c'est spectaculaire. Encore une immersion. Ah oui, oui, oui. Magnifique. Et vous? Alors Karen, j'ai travaillé des heures pour cette chronique, parce que vous savez, ça me prend beaucoup de temps. Vous n'allez pas être augmenté, hein, Claire Oui, Somia? c'est ce que j'allais dire. Rêvez pas. Nous aussi, on a bossé des heures. Non, mais c'est vrai que vous bossez des heures, vous faites un vrai travail. C'est pas l'horoscope qu'on voit dans les magazines. Du tout. D'ailleurs, je me base sur la trajectoire de la Lune dans les signes du zodiaque pour faire mon horoscope. Donc on va savoir tout ce qui va se passer pour ces 7 prochains jours. Et ça va? Tout va bien? C'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a toujours le signe star, mais il y a aussi le signe un petit peu down. Non, ça va? Le positif. Ah, mais c'est comme ça. Ah là là. C'est pour ça que vous faites partie du MAC qui fait du bien. Tigrane, alors on est ravis de vous recevoir. Nous aussi, on a un petit rituel de passage. Voilà. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous acceptez de vous présenter tel que vous aimeriez vous présenter à nous, au monde? Et on lance un compte à rebours. Et vous avez de la chance parce que c'était 20 secondes et maintenant on a rajouté 10 secondes. C'est pas Wow. plus mal, hein? Mais oui. Donc ça fait 30. C'est bien ou pas? Avec joie. Vous êtes bavard ou pas? Ça m'arrive. Alors on va mettre le compteur tout de suite. On va demander à Alexis. Top chrono. Bonjour, je suis Tigrane, c'est mon vrai prénom. Je suis né d'une mère arménienne il y a 54 ans à Paris. Et depuis l'enfance, je suis traversé par des expériences qui peuvent mêler clairaudience, clairvoyance, des expériences spontanées, parfois extatiques, dont j'ai mis des dizaines d'années à comprendre qu'elles me préparaient à des rencontres, des épreuves, des rituels, et à comprendre le langage de certains guérisseurs et certains chamans, au-delà des barrières linguistiques. Magnifique. Ben écoutez, ça donne envie en tout cas de vous écouter pendant des heures. Moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que votre histoire est complètement dingue, quand vous dites que vous avez des facultés, pour ceux qui ne connaissent pas, clairaudience, extralucide, etc., qu'est-ce que c'est? Alors, je prétends pas avoir des facultés en toute humilité. J'ai été traversé depuis l'enfance par des expériences. Par exemple? Ce sont des expériences qui me tombent dessus. Des expériences où, par exemple, on a l'impression tout d'un coup de sortir de son corps et de faire un avec la nature environnante, qu'on a l'impression de dépasser les frontières de son enveloppe physique et de voyager en dehors de son corps, comme dans un rêve finalement, mais tout en étant éveillé. Des expériences où on entend quelque chose qui vous renseigne plus rapidement que la trame verbale, linéaire, intellectuelle pour arriver à la déduction que l'on cherche à atteindre. Des expériences parfois de clairvoyance également. Ça n'est pas des facultés, je laisse ça à des experts, à des grands maîtres connus et reconnus. Ce sont des expériences qui me traversent. Je m'estime plus être un messager et en tant qu'auteur, je suis porteur d'un message, mais je ne suis pas la source de ce message. En fait, vous recevez des cadeaux. Oui, ce sont Au des bon cadeaux. moment. Oui, Est-ce que ce ne serait pas ça, justement, ce nouveau monde? C'est ne plus attendre un message de quelqu'un, mais peut-être développer soi-même un tel état intérieur, lumineux, que finalement, on est traversé, comme vous le dites, parfois des connexions avec le grand tout, avec comme des petites antennes bienveillantes qui seraient là, qui entendraient si un ami va mal. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça, finalement? Oui, il y a des fois où on a vraiment l'impression que toutes les réponses, en fait, sont déjà là. Il n'y a pas à aller les chercher et quel que soit le grand chaman, comme on dit, le grand coach, le grand énergithérapeute, etc., il faut aussi se rappeler que votre meilleur guide est en vous-même, que personne n'est plus proche de votre petite voix intérieure que vous-même et que c'est votre cœur qui est là, prêt à répondre si vous avez la confiance, pour ne pas dire la foi de l'écouter. Alors, je le disais, hein, votre histoire, je vois que vous êtes aussi fasciné, mais c'est vrai que même son histoire est fascinante. Je suis en train d'entrer en état modifié de conscience parce Déjà, que vous avez... oui, mais ça c'est vrai d'une part. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va aussi, vous allez nous parler de votre tambour chamanique parce que vous avez vécu aussi une transe, un moment phare hein, que vous racontez dans votre saga chaman. Rentrons dans le vif du sujet, puisque
comme vous le disiez, dès l'enfance, vous êtes visité par l'extraordinaire. Et puis, plus tard, vous allez chevaucher les collines en Mongolie et vous allez être foudroyé, au sens propre du terme. Ah bon? Et à ce moment-là, en fait, alors est-ce que c'est un signe, un miracle, mais ça a été en tout cas un point de bascule pour vous? Alors le point de bascule, pour remettre les choses à leur place, j'insiste sur le fait que la saga chamane, ce sont des contes initiatiques, c'est-à-dire que même si ce sont des récits autobiographiques, même si j'ai respecté les noms, les dates, les lieux de toutes les expériences spontanées qui me sont arrivées depuis l'enfance, l'adolescence et encore récemment, quand j'ai accompagné ma mère ou mon père pour le grand départ, c'est verbatim du récit autobiographique. En revanche, ce qui a mis 30 ans à m'arriver, que ce soit avec des chamans de Sibérie, des curanderos de Colombie, de Bolivie, des femmes médecines d'Arizona, mais on n'est pas obligé d'être fasciné non plus par le chamanisme du bout du monde. Il faut se rappeler que dans nos campagnes européennes, et même françaises, on a depuis la nuit des temps des guérisseuses, des barreuses de feu, des médiums et parfois aussi des sages-femmes qui, tout en étant très très humbles et profil bas, peuvent être aussi des passeuses d'âme et pourquoi pas les premières chamanes de notre histoire européenne et française. C'est magnifique. Alors, revenons sur quand même, vous avez bien été foudroyé. J'ai été frôlé par la foudre. Vous êtes ressorti indemne. J'en suis ressorti indemne, ce qui ne semblait pas être le cas pour les gens autour de moi, qui étaient en panique complète. Pour parler de cette expérience que je raconte dans le premier tome de l'aventure mongole, donc de la trilogie chamane, ce sont des expériences, vous savez, où le temps que vous vivez subjectivement pendant ce type d'accident, qui se révèle avec le temps être une épreuve initiatique, en fait, n'a rien à voir avec notre temporalité d'ici. À la manière de certains rêves, à la manière de certaines expériences, ce qui, paraît-il, n'a duré qu'une dizaine de minutes, un moment où, frôlé par la foudre, je me retrouve par terre, en tremblements, spasmes, des spasmes de plus en plus grands, et puis je m'évanouis, je pars dans une sorte de coma. Pour moi, ça a duré plus que des années. C'est-à-dire que ce voyage de quelques minutes pour les observateurs extérieurs, qui m'a fait changer de réalité, on pourrait dire, cette expérience de nature peut-être mystique a été pour moi guérisseuse. Il y a eu avant et après. L'instant d'avant, j'étais en tremblement, en spasme. Moi-même, je me disais que j'allais rester paralysé. Les gens autour de moi se demandaient si j'allais me relever. En quelques minutes pour eux, en quelques années pour moi, ailleurs, j'ai reçu quelque chose qui fait que, à l'instant où je suis revenu, je ne m'étais jamais senti aussi bien, aussi posé, aussi ancré, donc aux antipodes de l'expérience apparente qui venait de se dérouler. Comment l'expliquez-vous ça? Alors, je ne l'explique pas et je ne suis pas sûr que ce soit scientifiquement véritablement signe, démontrable. parce que ça a acté, finalement, peut-être réveillé ce chaman qui était en vous à ce moment-là. Alors, il y a effectivement des expériences comme ça qui vous tombent dessus et qui peuvent paraître sur le moment des expériences très négatives et qui, avec le temps, se révèlent avoir été non pas un obstacle, mais un tremplin. Non pas un mur dans lequel on va s'emplafonner, mais au contraire quelque chose qui vous fait dévoiler d'autres horizons. Parce que ça vous oblige soit à reconnecter avec des facultés que vous avez complètement oubliées, mais sous le coup de l'urgence, parce que vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort, parce que vous êtes propulsé au-delà de votre quotidien, ou parfois parce que dans des moments comme ça, où vous êtes rationnel, où vous n'êtes pas spécialement religieux, pratiquant, tout d'un coup, vous êtes pris d'une montée de quelque chose où vous vous sentez en connexion avec quelque chose d'autre. Cet autre, on n'a pas besoin d'être religieux ou pratiquant, il ne s'agit pas d'une culture ou d'un dogme, il s'agit d'une reconnexion avec un ailleurs, un invisible, peut-être aussi une reconnexion avec soi. Et qui vous a fait du bien. À partir de là, d'ailleurs, on est chaman ou on le devient. Quelle est votre définition du chaman ? Je pense que le chamanisme, qui est source de transformation, se transforme lui-même. Donc il faut prendre garde de ne pas vouloir étiqueter les choses, surtout avec le cerveau gauche et le mot, dans le sens où par nature, le fond de ces expériences ne se laissera jamais totalement encapsulé par le mental. Ou alors ce ne serait pas la vraie expérience dont on parle. Comme disait Lao Tse, la voix qui peut être décrite n'est pas la voix. Donc on peut l'aborder à droite, à gauche, dire ce que ça n'est pas. Pour répondre à votre question, ce que m'ont répété des femmes médecines, des grands-mères, des chamans, La réponse arrive. dans le monde entier, c'est qu'on ne devient pas chaman. On peut chamaniser, on peut pratiquer, mais on est chaman, EST, parce qu'on est chaman, NAIT. Parfois, ça peut venir de votre grand-mère, de votre grand-père, sauter une génération. Il peut y avoir des transmissions. D'une vie antérieure ? Un guérisseur, d'un magnétiseur, pourquoi pas d'une vie antérieure. Il peut y avoir peut-être des communication entre des lignes de temps, des réalités parallèles, mais sans rentrer dans le domaine de ce qui pourrait sembler être de la science-fiction.
il y a déjà quelque chose qui est là, des braises au fond de nous sur lesquelles il appartient de souffler. Oui. Et alors, vous n'avez toujours pas répondu quand même sur la définition, mais alors peux vous donner la mienne. Ce qui me vient là comme ça à l'esprit, c'est comme des grands arbres, hein, les chamans. Oui, c'est une très belle image. Oui. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est les protecteurs de la planète, d'une planète, de la Terre, de l'invisible et du visible. Et c'est peut-être aussi la connexion entre le pont entre le visible et l'invisible. C'est une auto-interview, là. Vous vous êtes demandé ce qu'était le chaman et je vais vous répondre, je vais vous le dire. Non, c'était moi, ma façon. C'est une belle image. En vous lisant et en le ressentant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très humain, mais de très vivant. Finalement. Oui, alors en fait, votre image pour moi est à double sens, comme tout dans le chamanisme. Tout est toujours double et c'est une des premières transmissions que l'on reçoit, de jamais s'arrêter à la surface des choses et de toujours envisager que s'il y a un recto, il y a un verso. Donc au-delà de la naïveté, au-delà du jugement, il faut rester les yeux grands ouverts, les oreilles aussi, et être prêt à des choses qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, vous parlez de l'arbre et de ces grands arbres. Il y a la partie souterraine qu'on ne voit pas, métaphore de l'invisible. Or, plus un arbre est grand, plus vous montez vers la lumière, plus vous déployez vos branches, pour ne pas dire vos ailes, plus vous devez absolument vous ancrer et vous enraciner. Sinon, vous serez le premier à être balayé par le vent en cas de tempête. Ça, c'est fort, parce que si on le ramène à la vie de tous les jours, souvent les personnes qui sont très connectées, très hypersensibles, elles se laissent traverser partout si elles ne sont pas bien enracinées. Il y a une phrase que j'adore qui dit « plus les racines sont profondes et finalement plus le feuillage est merveilleux ». Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Ben, vous pouvez citer aussi Jean de La Fontaine. Ah, allez-y. Bah, vous savez, l'arbre tient bon, le roseau plie, mais finalement, c'est quand même l'arbre qui se déracine parce que le roseau, il a su se courber. C'est beau, c'est vrai. Regardez la terre. Ça vous parle, le roseau? Vous vous sentez un peu... Un peu chaman. Un peu chaman? Non, je me sens pas chaman, mais j'écoute ce que vous dites et cette connexion à la nature. D'ailleurs, je vois les couvertures de votre livre qui sont vraiment complètement connectées à la nature. Ah, mais c'est sublime, c'est une saga merveilleuse. C'est merveilleux. Merci. Et vous? C'est magnifique. Après, pour moi, c'est vraiment la représentation de la nature. Moi, je la regarde toujours. Rien qu'un petit hélicoptère qui tombe, je le regarde. Je trouve que un hélicoptère Un hélicoptère, ça s'appelle un hélicoptère. Une feuille. Ah oui, la feuille, parce que c'est pas la nature, l'hélicoptère. Non, le petit hélicoptère. Mais non. C'est Claire Soumia. Eh oui. Alors, donc, et pour vous, le chaman, alors? C'est un intercesseur entre le monde visible et le monde invisible. C'est quelqu'un qui est un expert dans les voyages aller-retour. Mais c'est quelqu'un qui, je l'ai dit, à la différence du fou, sait revenir, cultive l'ancrage. Wow. Et il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'expansion de conscience, il n'y a pas d'approche de la lumière qui soit réellement utile si elle n'est pas rapportée pour le bien de sa communauté, de ses proches, de sa famille, et à commencer par soi-même pour sa propre intégration au quotidien en tant qu'humain. Les pieds sur terre, c'est pour ça qu'on est ici. Est-ce qu'il y a le passage pour ancrer officiellement, marquer officiellement votre entrée dans la tradition chamanique? Oui, alors... Parce que vous parlez aussi de votre mère spirituelle. Oui, alors ma grand-mère d'adoption, Otarjanat, qui devient ma mère spirituelle, telle que je le transpose dans le conte, c'est-à-dire où je ne souhaite pas parler de certains endroits qui sont préservés, notamment du tourisme. Et donc c'est très bien de laisser des espaces sacrés à l'abri, notamment du tourisme. Même quand quelqu'un comme ça vous voit, au sens schématique du terme, et dès le premier coup d'œil sent qu'il y a quelque chose, peut-être ses esprits alliés, peut-être un animal de pouvoir vient lui confirmer, lui souffler à l'oreille qu'il y a là plus qu'une rencontre, il y a sur un autre plan peut-être une retrouvaille, une désignation, une reconnaissance. Néanmoins, il y a une grande humilité et une grande prudence, parce que par rapport à ces transmissions, il y a également une responsabilité. Et donc même une grand-mère spirituelle de ce type va attendre, c'est un classique par exemple, 3 confirmations qui viennent de la création, du monde de la nature. La première, c'est par exemple d'être frôlé par la foudre. La deuxième, c'est une morsure d'animal, par exemple un animal sauvage, ce qui sur le moment va vous mettre dans un état infectieux, toxique, une fièvre énorme qui vous amène à la transe. On peut se demander si vous allez en sortir, mais ça fait partie du chemin en fait. La troisième, c'est ce qu'on appelle parfois la maladie du chaman. C'est une sorte de méga nuit noire de l'âme, mais qui va un petit peu faire le tri entre succomber à la peur, on en parlait tout à l'heure, ou au contraire continuer plus que de la confiance en soi,
à avoir la foi et savoir que cette épreuve, en fait, vous fait grandir et fait partie de votre chemin. Et donc, vous avez eu les 3 signes. Donc, qui vous a mordu? Quel animal? Qui? Je ne sais pas, mais quel animal? J'ai été mordu 2 fois par un chien loup, dont une fois par un chien qui était infecté. Ce qui m'a amené la première fois à l'âge de 7 ans, à une fièvre, mais également à toute une infection du visage, des gencives, etc. Ce qui m'a procuré, grâce, entre guillemets, à cette fièvre, ce qui, sur le moment, pour ma mère, par exemple, était une expérience très éprouvante, pour moi, au contraire, à retrouver une sorte de connexion avec des gens que j'avais perdus, comme mes grands-parents. Et à la faveur de cette transe, j'ai compris que ailleurs, mes grands-parents, ici défunts, étaient finalement encore plus présents qu'auparavant. Pourquoi nous sensibiliser au chamanisme? Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour nous dans notre vie quotidienne au XXIe siècle de s'inspirer du chamanisme? Et d'ailleurs, quel est votre rôle aujourd'hui? Plus qu'un porte-parole, vous aidez? Vous êtes un aidant? La reconnexion à la nature me semble capitale. Il y a beaucoup de gens, notamment en milieu urbain, dans une culture sédentaire, parfois très matérialiste, etc., qui souffrent de toutes sortes de choses, ont des vagues à l'âme, des dépressions, des interrogations existentielles. Et j'ai des amis qui sont passés par toutes sortes de processus thérapeutiques qui peuvent être très très longs, très mentaux aussi, parfois peut-être un peu trop. Certains de ces amis que j'ai parfois amenés en forêt, en retirant ses chaussures et ses chaussettes, en se mettant les pieds dans l'herbe, de préférence entre l'aube et l'aurore, le matin, dans la rosée si riche en vitamine B12, en laissant la terre-mère nous insuffler quelque chose par la voûte plantaire, sans chercher à comprendre exactement scientifiquement ce qui se passe. Tout ce que je constate, c'est que ces personnes qui parfois ont mis des années à se débattre avec des interrogations ou des dépressions, tout d'un coup poussaient un grand soupir. Et il y a quelque chose de très simple finalement dans le chamanisme. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être dangereux. Attention, il y a des mises en garde qui s'imposent. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Il faut être très très prudent, faire confiance à la sagesse ancestrale de peuples autochtones qui ont un recul non pas de quelques dizaines, mais de siècles, de millénaires, de dizaines de milliers d'années sur ces états amplifiés de conscience que eux pratiquent pour le bien des autres. Vous n'avez pas, vous, forcément, à rentrer en transe et à pratiquer ce que le curandero ou la femme médecine doit faire pour vous. D'ailleurs, vous êtes déjà parti. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces voyages-là? C'est devenu à la mode. Hein, initiatique de partir, les Occidentaux qui partent comme ça, et prendre cette plante qui est d'ailleurs interdite en France, l'ayahuasca, pour entrer dans des moments de transe. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Je pense que ça peut être extrêmement dangereux. Je pense qu'il y a énormément de casse. Je pense que nous, on récupère énormément de SAV, pour parler de façon très très triviale. Que ça n'est pas du tout pour tout le monde. Vous savez, on peut faire de la navigation côtière, de la navigation de plaisance et être avec un guide, un expert, etc. La navigation de haute mer, c'est pas pour tout le monde. Et si le grain se lève pendant que vous êtes en haute mer, comme une balade en haute montagne, si vous n'avez pas les bons Sherpas, si vous n'avez pas le guide et l'expert, vous reviendrez pas. On n'y va pas du tout d'une façon légère. Ce tourisme chamanique, je comprends qu'il est quelque chose d'attrayant, mais je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus lent. On a dans nos sagesses proverbiales, y compris françaises, des proverbes comme ne pas brûler les étapes, comme le papillon est attiré par la lumière, mais il ne doit pas se brûler les ailes. Ces sagesses ancestrales peuplent nos cultures aussi. Je comprends qu'on soit fasciné et attiré par l'exotisme, mais c'est peut-être parfois un leurre qui nous distrait de recommencer un chemin vers l'intérieur pour, comme on le disait tout à l'heure, commencer par écouter son propre cœur. C'est magnifique. En fait, finalement, je me rends compte que dans toutes les traditions, et même les religions, finalement, hein, toutes ces croyances-là, au fond, c'est la même. C'est le respect de soi, des autres, pas à pas, sans se brûler les ailes. Hein. C'est une expérience, c'est comme des couches d'oignons, finalement, hein, qu'on enlève au fur et à mesure, mais que chaque couche est importante pour cette évolution de soi et des autres. C'est assez joli. On va faire une petite pause, mais j'avais une question parce que Claire Barré, je sais que vous la connaissez, on l'a reçue sur le plateau, qui est chamane et qui nous racontait justement que... Qui avait vu Sitting Bull. Elle avait vu Sitting Bull, exactement, François. C'était pourtant il y a quelques années, vous avez bonne mémoire. Et j'aimerais savoir aussi si vous avez, on en parlera dans quelques instants, peut-être un chef indien qui vient, qui vous encourage à travers les songes ou les visions. Mais avant cela, eh bien, François est en ébullition.
ce matin. Oh, je sais pourquoi vous le Et dites. vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ouais. Voilà. Tigrane, vous parliez de ce qu'on ne voit pas dans la nature. Eh bien, je vous amène découvrir, grâce à un jeune pilote de drone d'ailleurs, qui n'a pas eu peur de se brûler les ailes pour le coup, découvrir un volcan. Alors, il est exceptionnel à double titre, parce que cette éruption, elle date de septembre. Ce volcan, il est dans le sud-ouest de l'Islande. Et son histoire est dingue, parce que depuis début 2024, ça fait 6 fois qu'il rentre en éruption. Et pendant 8 siècles, on n'en avait pas entendu parler de ce volcan. Il était sage, il était calme. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il est rentré dans cette espèce de rage, dans cette colère, pour nous montrer les entrailles de la Terre. Parce que ce sont les entrailles de la Terre que l'on voit grâce à ces images absolument spectaculaires. Alors, pour les vulcanologues, la raison est simple, c'est que cette région-là, en Islande, est rentrée dans une nouvelle ère sismique. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais tout d'un coup, il y a un réveil de la Terre. Alors, pour les anciens, dans l'Antiquité, parce que je sais que ça vous intéresse, on se pose la question, eh bien, les dieux étaient dans la terre et les dieux étaient responsables des messages que les volcans nous laissaient. Pour les Grecs, par exemple, c'est Héphaïstos, qui était, vous savez, le dieu de la métallurgie qui était sous terre et qui fabriquait les armes pour les autres dieux. Et quand il travaillait, évidemment, le volcan surgissait. Mais plus intéressant, je trouve que c'est pour les Romains. Parce que pour les Romains, c'était Vulcain, le dieu du volcan. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle les volcans volcans, parce qu'avant on les nommait les collines de feu, etc. Mais Vulcain a donné le nom au volcan. Et bien Vulcain, qui est amoureux de Vénus, qui est avec Vénus, lorsqu'il voit que Vénus a une aventure avec Mars, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans cette colère parce qu'il ne supporte pas que Vénus aille dans les bras d'un autre, et il gronde comme le volcan qu'on voit là. Alors bon, bien sûr, tous les volcans ne sont pas en éruption. En Indonésie, par exemple, les volcans qui sont éteints, on leur jette des offrandes pour les remercier d'aider la terre et de faire fructifier les terres alentours, etc. Mais c'est quand même très intéressant Quel de serait regarder pour vous, ce qui s'y passe. Bah ouais, c'est super. Ce genre d'irruption comme ça, du jour au lendemain, le chaman que vous êtes dirait quoi sur ça? Alors, Parce qu'il n'y a pas d'explication finalement. Pourquoi à un moment donné? c'est en tout cas quelque chose qui nous remet à notre place au meilleur sens du terme. La puissance des éléments, la puissance de la terre-mère, l'indomptable, qui nous remet dans notre position très humble, qui nous rappelle qu'on n'est qu'une petite goutte de l'océan, mais pour compléter cette parabole et cette transmission, comme disent certains des peuples autochtones, ça n'est que la première moitié de l'enseignement. La deuxième moitié de l'enseignement, c'est qu'en plus d'être une petite goutte de l'océan, vous êtes aussi tout l'océan dans cette goutte. Magnifique. C'est tellement beau, on est sur ça, hein, puisque ça c'est ce qui est à l'intérieur. Exactement. Merci François. Alors, revenons à cette question de Claire Barré, qui était venue nous voir, qui est chamane, qui fait aussi du tambour chamanique, et qui nous confiait avoir eu une première vision avec ce chef indien. Elle le voit comme ça dans sa cuisine. Est-ce qu'il y a un lien comme ça avec tous les chamans et des ancêtres qui viendraient en vision? Ça vous arrive? Alors, je me garderais de faire une généralité ou de prétendre qu'il y a des règles absolues. Il y a autant d'expériences. On l'a bien compris depuis le début de l'émission. Quelle prudence! Vous marchez avec beaucoup de prudence sur le plateau. Comme sur la lame. Cependant, il y a toutes sortes de façons par lesquelles nos guides se révèlent à nous. Un guide peut se révéler dans un rêve, et vous savez, vous faites toutes sortes de rêves où vous recyclez des pensées et des scènes du quotidien. Mais tout d'un coup, au milieu de ces rêves, il y a un autre type de rêve. Il y a une rencontre qui est comme une visitation, comme si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui pénétrait dans votre espace. Et quand vous vous réveillez, vous vous dites, mais c'est pas vrai, mais j'ai l'impression, elle était là, cette personne. D'ailleurs, souvent une personne défunte, parfois dans les 2-3 premières nuits qui suivent le départ. Dans les cultures traditionnelles, on ne considère pas ça comme un rêve, plutôt comme un grand rêve. Ça veut dire que c'est une expérience. Aussi, un rêve où vous êtes allé dans un territoire qui vous semble sacré, que vous reconnaissez quelque chose de très très fort, vous vous réveillez et des pieds à la tête, chacune de vos cellules porte la mémoire de ce voyage. Dans ces cultures, on vous dit que ce n'était pas un rêve. Tu n'es pas resté dans ta tête, contrairement au petit rêve, à faire défiler le film. Tu es sorti de toi, tu as réellement voyagé dans une autre dimension. Peu importe qu'on l'appelle de ta psyché ou de la multidimensionnalité, peut-être que tout ça se rejoint, et tu en es revenu avec des informations. Donc il y a toutes sortes de voies, il y a le rêve bien sûr, il y a la vision, les trans, au tambour ou sans tambour, aux plantes ou sans plantes du tout.
Il y a également des choses qui parfois prennent des chemins très inattendus. Je pense que les esprits ont beaucoup d'humour et que pour nous autres occidentaux, parfois on se pose une question. Ça fait 3-4 fois qu'on interroge son tambour, qu'on marche pieds nus en forêt, qu'on attend et que la réponse ne vient pas. Et tout d'un coup, vous faites tomber un magazine, il s'ouvre à une page et la réponse, elle est là sur le mot d'un titre, d'une accroche, d'un article, juste devant vos yeux. Les esprits n'ont pas de limite dans la façon de communiquer. Et avec vous, alors, vous en avez un? Humour Non. ou esprit? Voilà, est-ce qu'un, je sais pas, un ancêtre indien Alors, moi, c'est plutôt du côté de la Sibérie que ça s'est joué. Ça s'est plutôt joué avec des chamans mongols, des femmes chamanes. Également avec une femme médecine Navajo. Mais je pense qu'on a tous quelqu'un qui veille sur nous et qu'en fait, peu importe les étiquettes, même si on est très obsédé parfois par le chamanisme aujourd'hui, peut-être un peu trop à la faveur de certaines modes, il faut se rappeler que dans nos cultures, on a aussi l'ange gardien, on a parfois la grand-mère ou le grand-père qui vient murmurer quelque chose à votre oreille, des enfants, et on dit la vérité sort de la bouche d'un enfant, qui parfois, après le départ d'un être cher, dit « Mamie était là, elle s'est assise sur le bord du lit cette nuit. Peut-être qu'on devrait prendre ça beaucoup plus au sérieux. » Eh bien, vous restez avec nous, Tigrane. On va faire une toute petite pause, mais on revient juste après. En seconde partie de l'émission, on va tout essayer de transformer. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'étais à l'école en train d'écouter le son, la belle voix de Tigrane. Non, on va pas tout se transformer. Si ce n'est en petit chaman, peut-être. Vous allez voir, François a aussi accepté de se mettre en transe sur le plateau. Ça sera en seconde partie de l'émission. Il faut vraiment rester rien que pour ça. Je me suis pas vu encore. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes avec un chaman. Et oui, un vrai. Rituels ancestraux, trans, tambour chamanique, esprit invisible, mais aussi les animaux spirituels. On va tout voir ce matin ensemble. Tigrane nous partage son initiation et nous met à l'écoute des forces de la nature. Mais avant cela, je vous propose de suivre le chant des étoiles avec notre déesse karmique. C'est Claire. Je voulais savoir de quel signe vous étiez, Tigrane. Gémeaux, Claire. D'accord, très bien. Alors, déjà pour les béliers, on va être sur une énergie de feu. On sait que vous avez beaucoup d'énergie, les béliers. Et là, on est sur le signe de la fête. Vous allez faire des nouvelles rencontres, donc profitez surtout de l'instant présent. Les taureaux. Bon, les taureaux, on vous aime beaucoup, on sait que vous lâchez pas le morceau, mais là, on va vous demander de la souplesse. Donc, essayez d'être un petit peu plus souple avec les personnes que vous aimez, notamment dans votre famille et dans votre foyer. Lâchez du lest. C'est tous les taureaux, ça. Oui. Les Gémeaux. Pour vous, justement, les Gémeaux, on est sur une humeur joviale, pleine d'optimisme. Donc, vraiment, on a envie de profiter. Attention cependant aux excès, parce qu'après, vous pourriez le regretter. Donc, ne dépensez pas trop. Les cancers, pour vous Karine qui est ascendant cancer, les cancers ils aiment bien être dans leur petit cocon, dans leur petite coquille, mais là on vous demande justement de sortir de cette coquille Karine. Ça y est, je peux sortir enfin? Oui, il est temps. Sortez la petite tête de la coquille comme ça. La petite patte. Sortez un petit peu et c'est le moment de vous montrer, surtout au niveau professionnel. Je vais pas y laisser des plumes? Non, au contraire. Ni des poils. Justement. Coquille, œuf, plume, non. Waouh. Chamanisme. Les lions, toujours vous Karine. On est sur une nouvelle importante qui pourrait arriver au niveau professionnel. Ah. On sent que vous clôturez un gros chapitre dans le travail et de nouveaux projets arrivent. Ah. Ouvrez l'œil. Les Vierges, François. Oui. Alors les Vierges, on peut se sentir un peu stressé cette semaine, un peu nerveux au niveau du travail. D'accord. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous chouchouter. Prenez un petit plaid, les chaussons. Prenez votre mug, François. J'irai et une me petite faire masser. tisane aussi. Un massage. Et profitez-en un petit peu. Prenez soin de vous cette semaine. Les balances. Alors, les balances, on sait que vous aimez bien être entouré, mais là, vraiment, on a besoin de s'entourer de personnes positives, de personnes inspirantes. Ne vous laissez pas enquiquiner par des personnes qui viendraient vous diriger. Les scorpions, vous êtes toujours très intuitifs, les scorpions. Donc justement, écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure qui va vous donner vraiment les meilleures décisions à prendre. Si vous avez envie de déménager, c'est également le moment. Les sagittaires, c'est moi. On sait que les sagittaires, ils aiment bien parfois imposer un peu leurs idées. Mais là, c'est pas le moment. Justement, écoutez les autres parce que vous pourriez beaucoup apprendre d'eux et de leurs conseils.
Pour les Capricornes, il pourrait y avoir quelques tensions familiales. Donc, c'est le moment de lever des non-dits, notamment peut-être avec vos parents. Exprimez les choses, levez les tabous. Les Verseaux, peut-être qu'il y a eu un peu de routine qui s'est installée si vous êtes en couple. On vous demande de venir casser la routine, profiter peut-être d'une petite escapade. Et pour les célibataires, c'est le moment de casser un petit peu avec son quotidien et de se changer les esprits. On finit avec les poissons. Là, on arrête tout pour les poissons. C'est un moment de repos. On a envie de se mettre dans son cocon, justement, de profiter avec sa famille et son foyer. Donc, on stoppe tout. Et maintenant, le signe de la semaine. Vous pariez sur quoi, Karine? Le signe star. Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, d'accord. Balance. Très bien. Tigrane. Gémeaux. Bah oui, forcément, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Eh bien, lancement de la roulette, c'est parti. Attention, attention, attention. Gémeaux? Le Gémeaux. Wow. Incroyable. C'est fort. Je dis même pour vous, c'est comme si vous servez la sauce. C'est le grand chaman, l'intuition, tout y est là. Tout. Vous avez même fait la roulette. Enfin, bravo. Ah non, mais j'adore. Alors, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, oui, il y a Jupiter, la planète de la chance, qui éclaire votre semaine, donc profitez-en. Hein. C'est une semaine de chance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a de la chance? Se les éporter pour le Faire de la télé? Vous êtes là. Ouvrez-vous aux opportunités qu'on peut vous présenter pour cette semaine. Merci Claire. D'ailleurs, là, on est sur l'astrologie, mais les chamans sont aussi très proches des animaux. On les appelle les animaux spirituels ou les animaux totems. Il y a aussi une sorte d'astrologie chamanique? Oui, alors en fait, suivant les cultures, il y a toutes sortes de systèmes et de cosmogonies. Mais par exemple, pour changer des cultures dont on parle beaucoup dans le chamanisme ou les chamanismes actuels, vous savez sans doute qu'au Mali, les Dogons vouent un culte et ont des croyances attribuées à Sirius, et que c'est même une énigme, non seulement pour les archéologues, les anthropologues, les ethnologues, mais aussi pour les scientifiques, les astrophysiciens, les astronomes. Vous savez que Sirius, c'est la planète la plus brillante dans le ciel. Voilà, et comment est-ce que les Dogons du Mali ont représenté des siècles avant le télescope les constellations exactes de Sirius notamment. Donc il y a des choses qui sont enchevêtrées dans la nuit des temps, des légendes, et que la science aujourd'hui étudie de plus en plus sérieusement, parce qu'on n'explique pas ces sortes de prémonitions ou ces sortes de relations qu'ont eu certains peuples à certaines étoiles ou constellations, comme les Pléiades par exemple. Les animaux spirituels aussi. Vous dites, alors est-ce que c'est dans le roman aussi, c'est réel, mais vous êtes souvent accompagné par des animaux, des visions, mais aussi un cheval qui vous suit souvent. Racontez-nous tout ça. Ça a commencé à l'âge de 5 ans. Alors pour dévoiler un souvenir d'enfance, j'ai eu une expérience a priori malheureuse. C'est-à-dire qu'à 5 ans, je me suis réveillé dans un appartement où j'étais hébergé. Je venais d'arriver à Paris. On n'avait pas encore d'appartement avec ma mère. C'était une période difficile où on s'est retrouvé un petit peu à la rue, en fait, et hébergé dans l'entrée chez un médecin dans le 14e arrondissement. Et par un concours de circonstances, il se trouve que j'ai été laissé seul et qu'il n'y avait pas de baby-sitter. Comme par hasard, je me suis réveillé à minuit. Je me suis retrouvé seul dans cet appartement. Et j'ai été réveillé par quoi ? Par un rêve que je n'oublierai jamais, où je voyais un petit peu, vous savez, comme les dessins de Escher, où on voit les poissons et les mouettes qui s'imbriquent en une sorte de yin-yang, de tapisserie de plein. Mais moi, c'était des sortes de tigres et de jaguars. Il y avait des taches, je voyais ces ronds. Il y avait des rayures zébrées. C'était 2 félins et c'était imbriqué en un tout qu'une fois réveillé, on ne peut pas vraiment expliquer. On ne pourrait pas le dessiner, en fait. Mais en rêve, on le voit. Et parce que c'est plus qu'un dessin, c'est une sensation, on sait. On n'a pas besoin de décrypter que là, on a reçu quelque chose. Quelque chose qui va peut-être mettre des années d'ailleurs à se déployer et à acquérir tout son sens. La grande surprise pour moi, ça a été que 45 ans après, en Indonésie, dans une retraite d'obscurité, j'ai cherché à travers une technique qu'on appelle le dream recovery, c'est-à-dire aller rechercher le sens d'un rêve enfoui ou disparu, quelle était la signification derrière, et j'avais plus vraiment conscience de ce rêve. Et finalement, c'est le plus ancien et ce rêve-ci qui est remonté et qui m'a explosé au visage, non pas comme quelque chose de négatif, cette expérience de la solitude, pour ne pas dire de l'abandon, mais comme quelque chose qui était arrivé comme par hasard à ce moment-là, pour me dire tu n'es pas seul, pour m'accompagner
et peut me nourrir de quelque chose qui allait mettre des dizaines d'années à trouver son sens. Donc vous êtes en train de dire que finalement, vous vous servez des animaux tels des messagers? Alors non seulement on pourrait dire qu'on appelle les animaux, on les respecte, mais en fait les animaux sont peut-être beaucoup plus que ce que l'on ne croit. Pour paraphraser le titre d'un livre de mon ami Peggy Reboul, que j'ai eu le bonheur de publier, comme Claire Barré, dont vous parliez, Oui, parce que vous avez créé Mama Édition. ou Robert Martin, ou Audrey Fella, etc. Peggy Reboul a publié un livre qui s'appelle « Ces animaux qui n'en sont pas ». Alors je sais qu'on est très fasciné aujourd'hui par les grands animaux totems, les animaux de pouvoir, etc. Mais chez nous aussi, pour toujours ramener aussi les choses ici, certaines personnes ont eu des expériences qu'on ne peut pas expliquer, parfois avec un animal de compagnie, avec ce qu'on appelle un animal domestique, avec les chats qui sont, on le sait, beaucoup plus qu'un simple animal domestique, qui conservent peut-être en lui quelque chose de sauvage et donc un pouvoir de vous retrouver, de changer de personnalité, d'avoir l'air d'un chat de canapé, et pourtant, à un moment où vous n'êtes pas bien, il vient, il se met pile poil sur vous, à l'endroit du ventre qui vous agite, et il se met à ronronner et à vous regarder d'une telle manière que tout d'un coup, c'est plus vous qui regardez votre chat, c'est votre chat qui vous scanne et qui vous fait du bien. Ça marche pas avec les poules. Allez savoir. Peut-être. Allez savoir. Non mais ça j'y crois beaucoup. Moi je le vis avec ma chatte Naya. Tous les matins elle scanne mon corps et selon en fait où elle ressent que j'ai besoin d'un soin, elle se met au cou, au plexus, à un ovaire, mais vraiment, et c'est vrai, hein, et elle envoie des ronrons, et je sens un amour, quelque chose de fort, et je sens même qu'elle balaye certaines choses, pas les bonnes énergies dans les maisons. Elle me prévient, et c'est encore plus... Cette intelligence émotionnelle, intuitive, qu'on oublie souvent, je trouve, dans notre monde, et qui est pour moi la plus belle intelligence, qui nous permet finalement de mieux vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour continuer d'être un petit peu iconoclaste sur ce culte actuel des grands animaux chamaniques, etc., une expérience personnelle qui, moi, m'a fait revisiter ce qui me semblait être plus grand, plus gros, plus important de ce qui était plus quotidien et peut-être plus banal. C'est au cœur d'une cérémonie qui était pas piquée des hannetons, comme on dirait, et au cœur d'une nuit chamanique qui était très longue et très éprouvante, avec des chamans de Colombie. Un moment où j'aurais pu être tenté, et je l'ai été, d'appeler à l'aide, d'appeler au secours. Parce qu'on a des guides, des aides et des animaux, mais ils n'intercèdent pas. C'est-à-dire que pour être aidé, il faut commencer d'abord à les appeler. Eh bien, alors que j'étais tenté d'appeler peut-être l'esprit du loup, l'esprit du jaguar, etc., je me suis rendu compte tout d'un coup, grande surprise, qu'il y avait comme la présence d'un animal à côté de moi qui était déjà là, comme posé sur mon épaule. Et cet animal, ça va vous faire rire, c'était mon chat, mais non pas de 16 ans comme il a aujourd'hui, mais quand je l'ai eu, quand il était chaton. Et ça m'a tellement surpris, c'était tellement touchant, il y avait une telle candeur, quelque chose de tellement vierge dans son regard, que cette candeur m'a fait revenir sur Terre par la force de l'émotion et non pas par le prestige d'un grand animal de pouvoir. Magnifique, hein. Petit chaton. En revanche, vous êtes quand même d'accord que lorsqu'on trouve, je sais pas moi, sur la route un petit hérisson, ou une énorme, moi ça m'est arrivé dans l'océan cet été, mais une énorme méduse que j'aurais pu entourer par mes bras, alors qu'il n'y avait pas de méduse en fait là où j'étais, l'eau était beaucoup trop froide, c'était l'océan. Et c'est marrant, c'était un moment où d'ailleurs j'étais en vraie communion avec l'océan, j'étais émue en fait, j'étais reconnaissante. Et en fait cette grosse méduse est arrivée... C'était qui? C'était la réincarnation de qui? Des noms. Et en fait, ça m'a un peu effrayée. Je pensais que c'était la force qui me caressait, qui était tout autour de moi. Oh. Et quand je suis sortie, j'ai regardé quand même le message des animaux totems. J'ai tapé animal totem, méduse. Et c'est les gardiennes de l'océan. Ouais. Donc est-ce que ça, on peut... Alors, je ne dis pas si on est dans un poulailler, on ne va pas aller regarder l'animal totem. Parfois, on est dans un poulailler avec des gens. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pensez pas qu'on peut, on peut aller vérifier aussi? Ils ont des messages dans nos rencontres? Oui, c'est les animaux comme les plantes, comme les arbres, comme les pierres aussi. Dans différentes traditions, il y a des informations qui sont convergentes. Donc, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Quand de l'Amérique du Sud au nord de la Mongolie, quand de l'Asie à l'Alaska, vous avez différents peuples chamaniques qui, depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, attribuent à telle pierre ou tel arbre ou tel animal
un certain pouvoir, comme un pouvoir de la connaissance à certains animaux qui font peur à certaines personnes, comme le serpent par exemple, comme un pouvoir territorial et de force à des félins, quels qu'ils soient, le tigre ou le jaguar, comme un pouvoir de vision et de supervision à des rapaces, que ce soit le faucon, l'aigle ou le condor. Ce sont des interprétations qui sont très similaires. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes symboliques, les mêmes formes, la même spirale, le même nombre de cases sur des cultures qui n'étaient pas censées communiquer avant Christophe Colomb. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ça dans l'interprétation. Alors, vous avez amené aussi votre tambour chamanique. Alors, quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai demandé si on pouvait avoir un peu le son en plateau du tambour chamanique. Et vous m'avez répondu... Non. Voilà. J'ai dit ok, mais je vous invite quand même. Non. J'ai trouvé ça super finalement parce que donnez votre discours. Hein. En fait, tout simplement par respect et par sens du sacré de certaines transmissions, par respect pour certaines grand-mères et certains grands-pères, j'ai accepté de vous apporter un objet qui est magnifique parce qu'il est authentique et qu'il est aussi orné d'un aigle royal qui porte la pleine lune sur son aile. Un authentique tambour d'un homme médecine Lakota. Mais cela dit, en jouer en quelques instants seulement sur un plateau de télévision, l'honnêteté, par respect donc, et non pas par culte du secret, c'était de vous dire non. Et j'ai beaucoup aimé votre réponse. À quoi sert un tambour chamanique et quels vont être les bienfaits finalement? Alors, un tambour chamanique, pour revenir sur le cheval dont vous parliez, c'est plus qu'un instrument de musique. Ça peut être un outil de pouvoir. C'est-à-dire que nous, on y voit un instrument de musique. Mais quand j'étais en Sorbonne, diplômé de musicologie et que j'ai basculé vers l'ethnomusicologie, à 21 ans, je suis allé enregistrer des musiques sur les différents continents en tant qu'ethnomusicologue, des musiques qu'on m'a présentées comme des concerts de musique traditionnelle. Et là, je suis tombé des nues parce que je me suis rendu compte que ce que nous, on appelait à la Sorbonne des concerts de musique traditionnelle, c'était en fait des rituels, c'était des cérémonies, c'était des moments de pouvoir. C'était des moments où ces femmes en cercle composaient un véritable cercle, c'est-à-dire qu'on pouvait sentir une énergie tout d'un coup se mettre en cercle et tourner à l'infini. On pouvait voir des enfants rentrer en transe et incorporer une parole de sagesse d'une grand-mère défunte, bref, toutes sortes de choses que mon esprit cartésien rationnel d'étudiant à la Sorbonne me disait mais c'est pas possible, sauf qu'une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et quand vous voyez les bienfaits que ces experts en rapportent aux autres, c'est-à-dire réintroduire de l'harmonie, réintroduire de la paix dans un couple où ça ne va plus, réintroduire de la paix dans quelqu'un qui fait des rêves indésirables, réintroduire de l'harmonie entre un clan et un autre clan voisin, voire de l'harmonie entre une tribu et les récoltes qui sont mauvaises ou certains animaux qui leur deviennent hostiles. C'est passionnant. Chaman, c'est une véritable saga. Si vous voulez tout connaître sur la tradition chamanique, en plus c'est un poème. Hein. C'est raconté d'une façon tellement poétique. On voyage avec vous, c'est merveilleux. Il y a aussi 52 paroles chamaniques. Alors ça, c'est à lire quand l'envie nous chante. Voilà, prendre au hasard, puisque le hasard n'existe pas. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre là une phrase. Ce sont des paroles que vous avez écrites, mais qui finalement qui viennent de la sagesse chamanique. La sagesse, voilà. C'est drôle, te demande plus de courage que la folie. Ah, vous validez pour moi? Oui, totalement. Totalement. Un petit mot sur ça, et puis après on va faire entrer aussi notre invité coup de cœur. Il faut se rappeler que parfois, la sagesse ou certains chemins d'initiation demandent beaucoup de courage. Et dans ces moments-là, peut-être se rappeler que courage, étymologiquement, vient aussi du cœur. Bah, bien sûr. Bah oui, merci Tigrane, vous restez avec nous. Hein. C'est le moment de recevoir notre coup de cœur. C'est Nadia Wolf, la star de l'acupuncture. Nadia Wolf, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes la référence mondiale en acupuncture. Hein. Vous êtes connue de tous et de vos... c'est vrai que même au niveau de la médecine classique, vous êtes connue et reconnue. D'ailleurs, vous travaillez aussi pour l'hôpital, dites-nous,
Saclay, c'est ça? J'ai la chance et l'honneur de diriger l'enseignement des diplômes d'acupuncture à l'Université Paris-Saclay. Et voilà. Nos cours sont à Kriemlin-Bessètres. Alors, vous avez un cabinet, bien sûr, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le dernier qui vient tout juste de sortir, alors c'est beau ça, la Bible de l'acupuncture et des points d'énergie pour tous. Finalement, qu'est-ce que vous nous dites de plus dans ce livre-là? C'est la consécration pour vous? Oui, puisque j'essaie de transmettre les outils pour ressentir le bien-être et l'apaisement grâce à l'acupression. Parce que dans les moments difficiles, nous avons souvent l'habitude de chercher une aide de l'extérieur, comme dans le chocolat ou en cas de stress, ou de boire un verre, ou aller prendre une cigarette pour quelqu'un d'autre. Mais à l'intérieur de nous, nous avons nos propres ressources qui peuvent nous apporter cet apaisement, cette consolation et nous permettre de se sentir juste bien, d'apaiser le stress et ressentir la joie dans la vie. L'acupression, pour ceux qui ne connaissent pas? L'acupression, c'est un outil de stimulation de pointe. Juste par le massage, en appuyant, par la pression de pointe. Ça, chacun peut le faire. Tandis que l'acupuncture est réservée au corps médical, l'acupression est à portée de tout le monde parce que juste le fait de connaître quelques points et pouvoir appuyer sur le bon bouton en cas de besoin, par exemple en cas de stress ou en cas de mal de tête, permettrait tout de suite de soulager les symptômes, mais aussi d'autre part retrouver un apaisement, une détente et la sensation de bien-être et de la joie, tellement importante dans ces périodes de la vie assez complexes. Et d'ailleurs, vous me le disiez en coulisses tout à l'heure, vous nous avez confié que l'acupuncture aussi était déjà utilisée dans la tradition chamanique? Les livres anciens d'acupuncture proviennent de même techniques que le chamanisme. Sauf que grâce aux recherches scientifiques, actuellement l'acupuncture a trouvé une explication. Parce que les points, ils sont bien réels. Et tous les systèmes énergétiques, quand même, ils utilisent les points et les méridiens énergétiques anatomiquement inclus dans notre corps, qui assure cette connexion, cette articulation entre la conscience, l'émotionnel et le physique. Parce que les résultats, ils sont bien physiques, ils sont bien physiologiques. Alors en ce moment, on a besoin plus que jamais de douceur, de tendresse, de se retrouver dans ce petit cocon. Je crois que vous l'appelez ce point, la grande enveloppe. Racontez-nous quel est ce point et pourquoi est-ce si important en ce moment? Parce que quand je vous ai demandé, ben voilà, c'est quand même aussi un livre très pratique. Hein, c'est la Bible, vraiment, de l'acupuncture. Pourquoi ce point-là, parmi tous ces points que vous nous conseillez dans le livre? Parce que les sensations de la sécurité, de l'apaisement, de l'amour inconditionnel, de la maison, d'être chez soi, à la maison, dans n'importe quelle circonstance, même quand on est pas sage, était symbolisé par ce point qui s'appelle les grandes enveloppes. Écoutez bien François, c'est pour vous, hein, même ceux qui sont pas sages. Et elle représente en fait les bras de maman qui nous enveloppent de la douceur, qui nous protège. Et dans toutes les circonstances de la vie, même au milieu d'une tempête, on peut retrouver cet havre de la paix émotionnelle. S'apaiser, se sentir en sécurité. Quoi qu'il n'arrive, tout ira bien. Et ce point, les grandes enveloppes ou les points 21 du méridien des rats et pancréas, pour simplifier son nom, il se trouve sur la ligne des aisselles, qui passe par le fond des aisselles, au niveau du 7e espace entre les côtes. Si vous mettez juste le petit pouce, regardez ici, vous trouverez facilement ce point. Il faut compter la 7e... Septième côte? Oui, entre les 6e et 7e. C'est la danse des canards. C'est exactement, c'est la danse des canards. Vous voyez, c'est tellement plus joli que la grande enveloppe. Mais c'est exactement le point de la douceur. Cette pointe, elle est sensible chez tout le monde, puisqu'on a tous dans la vie les périodes quand on ne s'est pas senti en sécurité. Mais attendez, il faut compter à partir d'où là? D'en haut? En fait, si vous glissez à partir du fond des aisselles sur le côté du corps, sur la face latérale du thorax, vous tombez sur ce point directement parce qu'il est le plus sensible. Ouais. Ah ben moi j'ai un peu mal. Ça va, j'ai pas assez de tendresse? Non, c'est que tu te sens pas
complètement en sécurité. Et le fait de masser ce Tigrane point... me fait très peur. Ouais. Et le fait de masser ce point va permettre justement d'engendrer cette sensation de détente, de relaxation, de se sentir bien. Et surtout, trouver la certitude que quoi qu'il y arrive, tout se passera bien. Et on peut mettre même quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès sur ce point. D'accord. Merci Nadia Wolf. Vous avez une nouvelle école de formation maintenant en ligne. Voilà, je dis pour tous ceux qui sont intéressés. Comment s'appelle cette école? On avait... Juste le nom. La formation, ça s'appelle les vidéos Acupression pour tous. Acupression pour compléter le livre, toutes les vidéos pratiques. Comment trouver les points, comment appuyer. C'est ça, on peut vraiment se former directement avec vous. D'ailleurs, c'est vous sur les vidéos. Et vous expliquer finalement comment travailler les points de pression. Comment les trouver, surtout. Pour se libérer, comment les trouver. Merci infiniment, Nadia Wolf. On a une petite tradition sur le plateau, c'est les petites phrases qui font du bien. Le point G, notre point G à nous. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Allez-y, Nadia, Tigrane. Oh, bah tiens, vous voulez pas, au lieu de prendre une phrase, François, prenez au hasard, donc c'est 52 paroles chamaniques, écrites par Tigrane. Hop, je vous le lance. Oui, merci. Voilà. Allez-y, Nadia Wolf. L'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme. Charles Darwin, envoyé par Amir de Hauts-de-France. Merci, Amir. Magnifique. À vous, Tigrane. Alors, envoyé par Jérémy Ferrari. Ah, c'est pas une blague. Non, je plaisante. Par Maïssa Mais on Tari, l'adore, hein. une phrase de Jérémy Ferrari. Ah, donc oui. Ah oui, non, mais c'est pas Le envoyé par meilleur lui. moyen d'être proche de la vérité, c'est d'être toujours en train de la chercher. Oh, ça vous va bien, finalement. Vous allez voir comme c'est mystique. On dirait la suite de la phrase que j'ai lue dans votre recueil. Allez-y, Claire Soumia. Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée. Le Dalai Lama, envoyé par Serge Pignon de Marseille. Merci, Claire. Vous me dites stop? Stop, Bah, je suis à la fin, on recommence. stop. D'apparence singulière, tu es également pluriel. Oh là là. Waouh, C'est vous avez 4 heures. Non, moi j'ai compris. Alors, l'imperfection est beauté, la folie est génie. Par rapport à la suite de la phrase, vous vous en rappelez? Ouais. Plus beau que la sagesse te demandera plus de courage que la folie. Voilà, et là la suite, l'imperfection est beauté, la folie est génie. C'est dingue. Tout est Et c'est... Incroyable, de Marilyn Monroe. Bien sûr. Et oui, oui, vous avez écrit un livre sur elle. Et c'est de Elliot de l'Essonne que l'on embrasse. Merci infiniment à vous deux d'être venus. Chaman, la saga Chaman, à lire et à relire si vous voulez voyager, la Bible de l'acupuncture et des points d'énergie. Merci Nadia Wolf, merci Tigrane, merci la team, la Love Team. Pour ceux qui font une pause, c'est là tout ça. Ah oui. Tenez bon, c'est la dernière semaine avant les vacances. Et nous, on ne vous quitte pas d'une semaine. On sera là sans interruption la semaine prochaine. C'est toujours à 10h. Et en attendant, faites-vous du bien. Beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci, bravo, merci. On bosse la semaine prochaine? Et oui, on bosse. Oui. Ah, et on a pris assez de vacances, là. C'était super. Et t'as pas amené Mais du coup, j'avais mon tambour, moi. le hocher pour le faire mais écouter en là. coulisses, hein? Alors maintenant, je veux dire, en fait, il a Ah, c'est vrai, tu l'as pas fait. Mais je l'ai trouvé, j'ai oublié. il a quelque chose de avait pas envie d'aller particulier, citer blanc. celui-ci. Ouais. C'est qu'il se joue pas avec un hochet. Ah. Il se joue à la main et avec de la sweetgrass. La sweetgrass, c'est une herbe purificatrice comme la sauge qui, quand elle brûle, a une odeur sucrée. Ça sent très très bon d'ailleurs.